Je suis iconographe et mon travail consiste à trouver des images. Mais ici, c'est un peu particulier parce que nous travaillons sur un projet d'encyclopédie en ligne, mais d'une toute nouvelle génération. La particularité, c'est que le nombre de données iconographiques sera extrêmement riche. Il y aura des films, des animations, des entretiens, et on pourra y trouver énormément de données scientifiques, dans une présentation qui reste ludique et très très simple. C'est un peu l'encyclopédie du futur, un outil en perpétuelle évolution. Pour le moment, nous développons qu'un sujet par lettre. Pour le A, c'est aéronautique, et pour le B, le choix a été Babylone. B comme Babylone. Dans l'histoire, c'est la première grande capitale internationale avec des monuments absolument gigantesques. Et de ce point de vue-là, Babylone a concentré en quelque sorte sur elle-même tout l'héritage du Proche-Orient, en particulier mésopotamien. Babylone renvoie d'un côté à la Bible, qui est le fondement de la société judéo-chrétienne, dans la condamnation de la ville maudite. Parce que c'est la ville qui a détruit Jérusalem et qui a déporté les Hébreux pour s'imposer comme un centre du monde, mais un centre du monde inversé par rapport à Jérusalem. Donc un centre du monde du mal, en réalité. Donc la malédiction est originelle, pourrait-on dire. Bonjour. Babylone, c'est un nom qui fait rêver. Et qui me fait rêver en particulier, moi, parce que je suis irakienne. Je suis née à Bagdad, c'est-à-dire pas très loin de l'endroit où Babylone a disparu dans le sable. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir combien cette ville, même disparue, a continué à alimenter l'imaginaire. Et avec un écho qui résonne encore aujourd'hui. En fait, Babylone est immortelle. Entre ce qu'en raconte la Bible et la tradition gréco-romaine, Babylone a fini par symboliser tout ce que l'Orient peut produire d'attirance et de répulsion, de merveille, de décadence, de splendeur et de misère. On va voir, surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout à partir du XIXe siècle, un goût des écrivains, des artistes pour un Orient toujours plus lointain et un Orient beaucoup plus inconnu que même encore que l'Égypte, etc. Et cet Orient va être associé au luxe, évidemment toujours avec cette idée derrière du luxe, de la débauche, une sorte de vie à la fois somptueuse et qui ne répond pas à nos critères moraux. Même dans la Bible, où on condamne Babylone comme une anti-Jérusalem, Babylone est décrite comme une coupe d'or aux mains de Yahvé. Donc, comme quelque chose d'absolument fabuleux, formidable. Quand on va avoir des époques où il va y avoir des grands travaux, des grands aménagements urbains, on va mettre l'accent sur la ville magnifique, donc au XVIIIe, au XIXe siècle. Et quand on va avoir des époques marquées par des catastrophes, marquées par des condamnations morales, on va plutôt renvoyer à la ville maudite. Ça va être le cas, par exemple, au XVIe siècle, avec la Rome papale qui va être condamnée par Luther comme la ville maudite. Ça va être le cas au XIXe siècle, où certains vont condamner l'évolution des grandes métropoles de la révolution industrielle. Quand on veut déprécier une ville, on la compare à Babylone, la ville maudite. Comme Babylone
a deux aspects, un aspect positif et un aspect négatif. De la même manière, la tour de Babel, à certaines époques, a été vue comme le symbole de la superbia, de l'orgueil humain, de la révolte contre Dieu. Et à d'autres époques, particulièrement au XVIIIe siècle, voire au XIXe siècle, la tour de Babel a été vue au contraire comme une extraordinaire construction, voire comme le moment où les hommes ont été tous unis. On a par exemple un architecte comme Boulay qui crée ce qu'il appelle un fanal tronconique, en fait qui est une tour, et cette tour est décorée par des hommes qui se tiennent la main. Donc on a un renversement du mythe, l'accent n'est plus mis sur la condamnation divine, mais l'accent est mis au contraire sur la solidarité, l'aspiration à l'unité de l'humanité. C'est un mythe qui semble expliquer les périodes où on a perdu le sens. C'est-à-dire les périodes troublées, les périodes de guerre, les périodes, la réforme, la révolution industrielle, peut-être même la situation d'aujourd'hui où on ne sait plus très bien dans quel sens. On a l'impression que le progrès, c'est une valeur, mais on ne sait plus très bien où on va. Et on voit qu'à ces moments de crise, le mythe de Babylone ressurgit, parce qu'il porte cette tension entre l'espoir et la destruction. Tiens, Salam, j'ai la première carte, tu veux les voir? Oui, j'arrive. Dis-toi, c'est première épreuve, je sais pas encore comment on va les agencer. Vous avez une zone, disons, en liaison avec le golfe Persique, dont la capitale actuelle est Bassora, et qui correspond très exactement à l'endroit où se sont développées les premières villes sumériennes. Ensuite, vous avez une zone dite des capitales, qui est l'endroit où le Tigre et l'Euphrate se rapprochent le plus, et qui est situé aux environs de Bagdad. Et Babylone est un petit peu excentrée par rapport à ce groupe, puisqu'elle est à environ 90 km au sud de Bagdad, mais s'y rattache quand même. Et puis il y a un troisième ensemble, alors plus au nord, correspondant à l'actuelle ville de Mossoul, qui est le siège des capitales assyriennes, puisque la Ninive, par exemple, est sur l'autre rive du Tigre par rapport à Mossoul. La vraie Babylone est restée cachée pendant des siècles. Il a fallu attendre les découvertes archéologiques de la fin du 19e siècle, et surtout le déchiffrement des tablettes cunéiformes, pour que la réalité perce au-delà du mythe. Il fallait savoir lire pour la découvrir. La civilisation mésopotamienne, même avant d'être babylonienne, est une civilisation effectivement essentiellement de l'écrit. Et l'écriture est ce qui fait l'unité de toute cette région du monde. 4 cases où les premiers Sumériens vont essayer de noter des comptes. Parce que c'est ça qui les a guidés au départ, hein. C'est l'économie. Après, qu'est-ce que vous lisez là? Alors, 10, 20, 30, 40, poissons. Très bien, allez-y. Voilà, alors ça, c'était vraiment un stade où on peut dire qu'il n'y avait que des pictogrammes. Hein. Et ils ne pouvaient pas aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas écrire... Enfin, de verbes même. Hein. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Un verbe, c'est pas concret, c'est pas visible, ça n'a pas de forme. Donc à ce moment-là, ils vont inventer l'idéogramme que l'on appellera composition évocatrice. C'est-à-dire qu'ils vont grouper 2 ou 3 images pour arriver à exprimer et à faire comprendre ce qu'ils veulent dire. 2 traits parallèles, l'amitié. 2 traits qui se croisent. L'inverse, la différence, la bagarre, l'inimitié. Si vous avez bien pigé ça, on va passer à un autre stade. Là, vous avez senti avec votre main que votre main bougeait, votre main dessinait, votre main traçait. Absolument. Ce n'est pas très pratique dans l'argile, vous avez vu vous-même, c'est un peu long. Alors, s'il n'y avait qu'une personne sur le marché qui savait le faire, elle a sans doute imaginé quelque chose de plus pratique. Et elle a éliminé tous les dessins courbes, vous voyez, d'accord, pour faire des lignes droites. Parce que les lignes droites... C'est plus rapide. Ça sera plus rapide. Vous voyez. Mais ça, un seul clou, à la rigueur, voulait dire 1. D'accord. Mais
pour réaliser un signe comme une dessin schématique, il fallait grouper plusieurs cunéiformes. Et c'est là que le métier devenu très dur, le métier de scribe. Car il a fallu qu'il se souvienne, comme quelqu'un qui apprend la musique sur une portée, il a fallu qu'il se souvienne du nombre et de la forme. Là, nous sommes au 4e millénaire. Hein. Ils ont imprimé dans cette argile toutes les données de la nature et de la civilisation. Ils ont listé le monde, véritablement, catalogué le monde. Et c'est ce qui explique en partie que nous ayons ces milliers, ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de tablettes. C'est pratiquement la seule civilisation de l'Antiquité à nous avoir fourni des sources de pratiquement toutes les catégories possibles. C'est-à-dire qu'on a des textes religieux, on a des textes littéraires, on a des textes scientifiques, et puis on a aussi, et c'est ça que je trouve moi le plus exceptionnel, des textes de la pratique, enfin de la vie quotidienne, qui remontent jusqu'à 2000 ou 2500 avant Jésus-Christ, et où on peut voir, enfin toucher du doigt pratiquement ce qu'était la vie quotidienne des gens, leur mariage, leur vie de famille, leurs activités économiques, les dettes qu'ils contractaient, les maisons qu'ils achetaient, etc. Et tout ça donc sur une période de 2000 ans. Alors, il y a une famille qui est particulièrement célèbre, qui s'appelle la famille Egibi, et qui est une famille de grands hommes d'affaires, donc qui est en activité pendant toute cette période, et dont on voit qu'ils font leur fortune en servant d'intendant aux princes héritiers, c'est-à-dire que ce sont les hommes d'affaires du prince héritier, et avec les bénéfices réalisés par cette activité, ils achètent des palmeraies tout autour de Babylone. Ces dattes, ils les investissent ensuite dans la fabrication de la bière, et ils achètent des cabarets dans lesquels ils mettent leurs esclaves pour servir de la bière. Et donc ils réalisent ce qu'on pourrait appeler une holding avec la production des dattes au départ et puis la vente de la bière, donc en réalisant à chaque fois le maximum de bénéfices. Et nous possédons une encyclopédie babylonienne qui nous est parvenue en 24 volumes qui liste justement tout ce que l'on connaît de la civilisation et des données de la nature environnante. On a déjà des listes, la liste des professions, qui commence évidemment par le roi, ensuite qui prend toutes les catégories de prêtres et qui se termine par les artisans. Je crois que c'est la 16e tablette de cette encyclopédie est consacrée aux pierres. Et les pierres étaient un élément important pour les Babyloniens parce qu'ils n'en avaient pas. Il fallait donc les importer. Nous avons des déclinaisons des couleurs et des qualités de chaque pierre. Le lapis lazuli était la couleur des dieux par excellence, c'est la couleur des yeux des statues. Et il est aussi la couleur masculine, par opposition à la couleur féminine qui est le rouge. Après le lapis lazuli, la pierre la plus précieuse est la cornaline, la pierre rouge. Et nous avons notamment une très jolie incantation pour les naissances, où la femme qui va accoucher est assimilée à une barque. Je pense que c'est à cause des eaux de liquide amniotique et de l'eau. Et on dit, et cette barque vogue, mais je ne sais pas si son fruit est lapis lazuli ou cornaline. C'est-à-dire, je ne sais pas si l'enfant qui va naître, si l'enfant sera lapis lazuli ou cornaline, si c'est un garçon ou une fille.
Le plus exceptionnel, en quelque sorte, c'est de constater que l'akkadien et le cunéiforme deviennent à un certain moment l'écriture et la langue internationale du Proche-Orient. Le meilleur exemple qu'on ait, ce sont ce qu'on appelle les tablettes de El Amarna, qui ont été retrouvées en Égypte, dans la capitale du pharaon Akhenaton, et où on a retrouvé la correspondance entre le roi des Hittites, donc en Anatolie, les petits rois de Syrie-Palestine et des bords de la Méditerranée de l'époque, avec le pharaon. Donc aucun n'est mésopotamien, mais tous utilisent le cunéiforme à ce moment-là. Donc cette littérature qui voyage et qui est exportée par les scribes de Babylone, mais qui est en même temps recopiée, va donner naissance à une espèce de fond commun au Proche-Orient, de fond commun littéraire. Et c'est à ce fond commun que vont puiser évidemment toutes ces civilisations du Proche-Orient qui chacun l'adoptèrent selon leurs besoins et selon leurs propres aspirations, bien sûr, et selon leur propre culture. Et c'est comme ça qu'évidemment la Bible, on pense à la Bible, quand on pense à Babylone, c'est comme ça que la Bible a puisé à ce fond, bien évidemment. C'est comme ça que très certainement Homère a puisé à ce fond. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, en voyant l'Iliade et l'Odyssée, on ne peut pas s'empêcher de penser à des épopées comme Gilgamesh. Gilgamesh qui était évidemment connu et qui était voyagé et qui était bien connu d'Homère, très certainement. J'ai été bercée de ça, en fait. Il y a quelque chose de très étrange, c'est que moi, on m'a pas raconté Le Petit Poucet, on m'a pas raconté des histoires pour enfants. On m'a raconté pour m'endormir pour moi, c'était des contes, mais l'épopée de Gilgamesh et Enkidu, des histoires historiques, avec un petit H et avec un grand H. Donc j'ai été bercée là-dedans. Pour moi, ça va de soi. C'est quelque chose de naturel. Mais je suis pas sûre, de toute façon, qu'on puisse être irakien sans avoir ce lien historique à ce pays. Ça, on appelle ça un seau cylindre. Et moi, j'adore ces objets. Dessus, en fait, il y a un motif qui est gravé en creux avec le nom de son possesseur et ensuite c'est roulé dans l'argile. Ce sont des thèmes religieux ou des scènes de la vie quotidienne qui sont représentées. En fait, ils ont la même fonction qu'une signature à notre époque. Authentifier un document. Ils ont parfois aussi un aspect un peu plus magique, comme une amulette, ce qui explique que leur iconographie représente souvent des divinités ou des génies protecteurs. Hammurabi est le véritable fondateur de Babylone. C'est vraiment lui qui a réuni autour d'un petit royaume de Babylone, qui a fondé ce qu'on peut appeler déjà un empire. Il avait rassemblé sous sa règle un ensemble de populations très diversifiées et il a éprouvé le besoin de condenser, d'écrire des règlements de justice qui soient valables pour toutes les catégories de population, toutes les classes sociales et en même temps tous les peuples, de rassembler dans cet empire. Le roi Hammurabi explique très bien que chaque citoyen doit pouvoir venir devant la stèle et se faire lire ce qu'il y a écrit et qui correspond à son cas. Et c'est d'ailleurs pourquoi la partie juridique du code de Hammurabi est écrite dans une écriture extrêmement simplifiée. Ce qui a fait la célébrité du code d'Hammurabi, dès qu'il a été déchiffré par le père Scheil au début du XXe siècle, ça a été d'y voir apparaître une formulation très lapidaire de ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent.
Shuma awingum ina mar awingim urtapid inshu urapadu. Si un homme, un notable, détruit l'œil d'un autre notable, il crève un œil, on détruira son œil, on lui crèvera un œil. Shuma awingum shini awingim merishu itadi shinashu inadu. Si un homme, si un notable, casse la dent d'un autre notable de même rang que lui, on lui cassera une dent. Il faut bien voir que du point de vue juridique, c'est un progrès absolument extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on établit une proportion entre le châtiment et l'acte commis. C'est-à-dire que il faut le comprendre comme si on vous a crevé un œil, vous n'avez pas le droit d'exiger du coupable autre chose que ce que vous avez subi vous-même. Et donc, en particulier, on abandonne à ce moment-là une pratique de justice qui était celle de la vengeance, de la vendetta, où on pouvait se venger sur une personne jusqu'à la mort et éventuellement même sur toute sa famille. Donc, le rôle du roi, c'est de tracer des cadres au-delà desquels on ne peut pas aller. Il y a 3 articles sur la femme adultère qui sont extrêmement intéressants parce que ça montre en même temps que la condition des femmes n'est pas quelque chose de parfaitement rose à l'époque, mais que le roi intervient justement pour accorder un certain nombre de garanties. Le premier article, c'est ce qu'on appelle le flagrant délit, c'est-à-dire le mari qui rentre chez lui et qui trouve sa femme avec son amant. Alors évidemment, à ce moment-là, la situation est claire. Donc, le mari est autorisé à faire exécuter la femme et l'amant en les ligotant ensemble et en les jetant dans le fleuve. Mais on prévoit que s'il fait grâce à son épouse, à ce moment-là, le roi interviendra pour gracier aussi l'amant, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit le seul à ce moment-là à être puni. Le deuxième article, c'est que c'est simplement sur une accusation de l'époux, ça ne peut pas se traduire par une répudiation immédiate, c'est-à-dire que s'il n'a pas de preuves, à ce moment-là, la femme doit prêter un serment solennel comme quoi elle n'a pas commis d'adultère. Et puis le troisième article, c'est toujours sur la femme adultère, mais une femme qui est accusée par la rumeur publique, c'est-à-dire sans que son mari soit au courant ou ne veuille intervenir. Et à ce moment-là, on procède à ce qu'on appelle une procédure d'ordalie, c'est-à-dire que elle pratique le jugement de Dieu par le fleuve. Donc elle plonge dans le fleuve et si on en ressort vivante, eh bien à ce moment-là on considère qu'elle est innocente. Alors pendant longtemps on s'est dit c'est pas une épreuve très compliquée. Et puis là encore les archives de Marie nous ont éclairé sur ce qu'est la réalité de la procédure de l'ordalie. Donc ça consiste à plonger effectivement dans le fleuve, mais avec une grosse pierre attachée au cou et à accomplir à l'intérieur du fleuve un certain parcours. Donc il faut sur une certaine distance nager et ressortir soit de l'autre côté, soit après avoir accompli ce parcours. Quand on se lance dans ce genre de recherche, le passage obligé, ça reste Berlin. Pourquoi Berlin ? Parce qu'en fait, ce sont les archéologues allemands qui, à la fin du 19e siècle, ont redécouvert la Babylone historique. Les raisons pour cela résident dans la politique globale de l'Empire allemand de l'époque. On a en effet essayé de concurrencer les autres grandes nations européennes, également dans le domaine de la recherche historique. Guillaume II estime que l'Allemagne qui monte n'a pas la place qui lui revient dans cette affaire-là. Il s'est donc lancé dans un grand voyage de propagande, pourrait-on dire, dans les années 90, au Liban, qui n'existait pas encore, et en Syrie, c'est-à-dire dans l'Empire ottoman, avec l'appui et le soutien et l'accord, naturellement, du sultan ottoman. Il a donc fait un grand voyage qui l'a mené à Damas, qui l'a mené à Baalbek. Enfin, il s'est intéressé aux sites archéologiques. Et quand il est rentré à Berlin, il a souhaité que des savants allemands participent à l'exploration archéologique du Proche-Orient. La raison du choix de Babylone est à mettre en rapport avec le fait que quelques décennies auparavant, la Syrie avait été l'objet de fouilles conséquentes des côtés français et britanniques. Et ces découvertes étaient visibles à Londres et à Paris.
Avant la création de l'Empire allemand, il n'existait pas de moyen d'entreprendre de telles opérations. Il eut alors une bonne opportunité avec Babylone, qui n'avait pas du tout été mise au jour. Il y avait eu quelques recherches du côté anglais, mais aucune véritable fouille archéologique. C'est ainsi que les Allemands ont choisi Babylone comme lieu d'importance historique. Ce qui a été révolutionnaire, nous semble-t-il, dans la fouille de Babylone, qui a commencé en 1897, ce qui a été révolutionnaire, c'est qu'elle a été confiée à un grand architecte, ce qui n'était pas la tradition. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la science de l'archéologie du Proche-Orient n'existe pratiquement pas, elle n'est enseignée nulle part, donc ce sont des choses qui sont faites par des autodidactes ou des gens qui apprennent sur le tas et qui ne savent pas grand-chose. Du côté français, on voit défiler des diplomates, des militaires, des autopromus, bon, tout ça n'est pas très satisfaisant. Alors que les Allemands ont dès le début confié ça à un architecte. Et l'architecte a fait de l'architecture, c'est-à-dire qu'il a découvert, il a trouvé que ces villes étaient en briques et qu'il fallait faire attention à ce que devenait la brique, c'est-à-dire des tas de terre pas très spectaculaires. C'est à la fois le problème et le grand intérêt d'une fouille comme Babylone. Robert Koldewey avait déjà une grande expérience des fouilles, notamment dans le domaine de l'Anatolie et de l'Anatolie de l'Ouest. Il était l'un des plus qualifiés pour cette tâche. Il l'avait déjà prouvé par le passé à travers son travail sur l'architecture. Il ne voulait pas uniquement creuser à la recherche de trésors, mais plutôt tenter, à travers les fouilles, de reconstituer l'architecture des villes disparues. Et c'est pourquoi, sur la base de son expérience, il fut choisi pour cette tâche. Dans la pratique, il a développé une méthodologie personnelle. Il était un observateur très fin et très précis. Et c'est seulement ainsi qu'il était possible de reconstituer les structures de ces bâtiments qui avaient été ensevelis à Babylone. Une de ses innovations importantes fut l'inventaire à la pierre près. Il s'est appliqué à mesurer chaque brique, à la dessiner, afin d'obtenir un résultat d'ensemble à partir de ces résultats partiels. C'était totalement novateur. Avant lui, personne n'avait travaillé avec autant de précision. Walter Andrae était un très jeune homme, et il avait manifestement posé sa candidature. Il a ainsi été pris comme assistant. Ce choix s'est rapidement avéré très judicieux. Cela a dû être une surprise pour Koldewey de découvrir à quel point son assistant savait dessiner. Et il en était évidemment très heureux. Quand vous allez voir Baalbek, les 6 colonnes restantes, c'est tellement impressionnant, ou les pyramides, enfin que ce genre de choses en pierre, vous êtes impressionné parce que vous avez quelque chose à voir. Sur les sites mésopotamiens ou irakiens, il n'y a pas grand-chose à voir. Ce qui fait que pas longtemps, on a cherché où était Babylone. Il y a un voyageur italien du XVIIe siècle qui va à Babylone, sur le site actuel de Babylone, qui n'était pas fouillé naturellement, et il dit « c'est pas possible que ce soit la Babylone parce qu'il n'y a rien ». Évidemment, il marche dessus sans le voir. Et dès l'Antiquité, des troupes grecques sont passées à côté du site de Babylone sans s'en apercevoir. On en avait perdu jusqu'au souvenir. Alors c'est dire que ça n'est pas spectaculaire. Il est fréquent, lors d'une visite d'un site de ruines, que l'on procède à des inspections de surface de manière à pouvoir déterminer, au vu des trouvailles faites à la surface, ce qui peut bien se trouver au-dessous. Et en pratique, ce sont effectivement ces débris de briques qui furent décisifs pour identifier Babylone. Il semblait évident que si l'on creusait à Babylone, on trouverait des vestiges d'édifices colorés. Et ça, c'était forcément quelque chose de sensationnel.
Qu'est-ce qu'on a extrait exactement là, pendant ces fouilles-là? Qu'est-ce qu'on a trouvé très concrètement? Alors là, on a découvert différentes structures architectoniques. Je vais vous montrer les photos. Ici, on a par exemple découvert un sol de maison qui avait bien sûr été recouvert de saleté et de dépôts au cours des siècles. Mais on a également fait des découvertes isolées, bien particulières, comme par exemple un moulage en argile. Nous appelons ceci un dépositoire. Les habitants ont mis dans le sol de la maison ce genre de figurines, puis les ont enfouies sous le plancher. Elles devaient ainsi avoir un effet magique sur la maison. Et évidemment, ce qui a été découvert à l'intérieur de ces vieilles maisons, ce qu'il en reste tout du moins, comme par exemple des grands pots, des ustensiles ou toutes sortes de bijoux, ce genre de choses a évidemment été collecté. Voilà, c'est ainsi qu'a commencé la fouille. C'était la première chose qu'on voyait. Par-dessus cet endroit se trouvait le sable du désert. Il a été enlevé. Là, c'est ce qui se trouvait encore debout. Et là, c'en est encore une partie. Et ceci, c'est tout ce qui se trouve en dessous. On a continué à creuser, en fait. Tout cela est encore présent à Babylone. L'important lors de ces fouilles était de retrouver la ville de Babylone, c'est-à-dire les véritables constructions. Et ça s'est présenté comme ça. Lorsqu'on a eu terminé ce travail de déblaiement, il ne restait au final que ces structures architecturales. On peut, en briques crues ou cuites, ou les deux, construire deux très grands bâtiments, des successions de cours, de pièces, de dizaines de pièces. C'est faisable. Donc ça donne en effet dans ces villes des choses énormes au milieu. L'un des buts premiers de cette fouille était de constater si la tour de Babel avait réellement existé, et le cas échéant, à quoi elle avait ressemblé. Et on a retrouvé. On n'a pas retrouvé la tour, mais seulement ses fondations. Les quelques éléments de construction qui ont été retrouvés, ce sont par exemple des morceaux de marche qui menaient jadis au sommet de la tour. Mais en fait, toute la partie bâtie hors du sol avait disparu depuis les temps antiques. On sait désormais que cette tour a réellement existé et qu'elle était carrée et non pas ronde, contrairement à l'image que nous en avons en Europe. Les populations de Jérusalem qui sont arrivées en Mésopotamie ont certainement dû être frappées par les dimensions et puis par les formes de ces bâtiments. Et il se trouve en plus qu'en hébreu, la racine BBL, qui peut servir à former le nom de Babel ou de Babil, signifie mélanger. Donc c'est greffé là-dessus l'histoire de la tour de Babel telle que nous la présente la Bible, qui est la construction d'un monument absolument gigantesque, donc à l'image de ce que les peuples voisins voient en Babylone, une espèce de ville surdimensionnée, et puis en même temps avec l'idée d'un mélange, alors mélange de population, et puis mélange des langues, qui est le sens premier de cette histoire de la tour de Babel, le fait qu'au départ il y avait une seule langue, qui était celle dans laquelle justement Dieu parlait aux hommes, enfin à Adam et Ève. Et puis, à partir d'un certain moment dans l'histoire, il y a eu une dispersion et un mélange des langues qu'on met en rapport donc avec la tour de Babel par un jeu d'étymologie un petit peu artificiel, mais enfin qui greffe en même temps l'histoire de la Bible sur la réalité de Babylone. Elle a été paradoxalement détruite par un de ses plus fervents admirateurs. Cet admirateur était Alexandre le Grand,
qui est entré à Babylone, qui a admiré Babylone, qui est mort à Babylone, dans le palais du roi Nabuchodonosor, et qui voulait reconstruire Babylone et lui redonner sa splendeur passée, qu'elle avait un peu perdue avec la dynastie perse. Et il a voulu tellement reconstruire Babylone qu'il l'a en fait détruite, n'ayant pas eu le temps d'achever son œuvre. Et notamment la fameuse tour à étage, la fameuse ziggourate. Il a fait déplacer les briques de la ziggourate dans un autre lieu de Babylone pour essayer de la reconstruire ensuite aussi belle que dans sa splendeur. Mais il n'a pas eu le temps d'achever son œuvre et il est mort à Babylone. Et la ziggourate a été rasée de cette façon. Et il n'en reste actuellement strictement rien, juste le plan au sol, mais il est quand même assez spectaculaire pour que quand vous regardez sur le site de Google, Google Earth, le site de Babylone, vous pouvez encore voir la trace par une vue satellite donc de la tour de Babel. La question « Pourquoi a-t-on exposé une porte et pas tout un palais ?» m'a toujours intéressé. C'est qu'il n'y avait rien d'autre. On a évidemment déterré le palais, mais les vestiges du palais ne sont imposants que par leur dimension. La construction en soi n'est absolument pas impressionnante. C'était un immense tas de décombres, si on peut dire. Ce qu'on a trouvé là-bas n'était évidemment pas une porte entière. Mis à part les murs de fondation, il ne restait pratiquement plus rien de cette porte. Elle tombait en ruine, et lors du déblaiement, il ne restait sous la surface que les fragments des briques à partir desquelles elle avait un jour été érigée. Après les avoir dessinés et triés, tous ces fragments ont été rassemblés et emballés dans des caisses. Ce que nous avons ici, c'est pour ainsi dire le départ pour Berlin. Toutes les caisses avec ces petits fragments ont été emmenées à Berlin. Ensuite, on les a, comme on peut le voir ici, posés sur de grandes tables en longues rangées, et l'on a tenté d'assembler les fragments les uns aux autres. Il y avait plusieurs sculpteurs. C'est un travail de titan. Par la suite, cette photo peut servir d'exemple, je vais la sortir pour que vous puissiez mieux la voir. Nous avons donc, comme vous pouvez le constater, obtenu une brique complète à partir de tous ces petits fragments. Et aux endroits pour lesquels on ne disposait pas des morceaux d'origine, on a complété avec des matériaux modernes. La construction de la porte et de la voie processionnelle s'est déroulée de cette façon. On a bâti la forme de la porte avec des briques modernes, et les briques d'origine, celles qui avaient été reconstituées, ont été collées dessus. Mais pour savoir à quoi cela ressemblerait avant de le faire, on a collé du papier sur ces briques modernes. C'était des peintres de l'opéra. Ils ont peint les figures et les couleurs de telle sorte qu'avant que la porte ne soit entièrement reconstruite, on puisse savoir quelle apparence elle aurait, quelle image cela rendrait. Oui, c'était également très important car il fallait bien obtenir de l'argent pour le faire. J'ai hâte de voir cette fameuse porte d'Ishtar. Alors rien que d'en parler, c'est un peu bouleversant. D'une part, il y a des Irakiens qui s'effondrent, qui sont en larmes face à cette porte. Et je sais aussi par ailleurs que d'autres, en y allant, pensent revoir la reproduction de la porte d'Ishtar, pensent que la porte d'Ishtar est à Babylone, que celle qu'ils ont visitée quand ils avaient, j'en sais rien, 12 ou 13 ans dans les voyages scolaires, était la véritable porte de Babylone. Et là, ils arrivent et découvrent que non, pas du tout. C'est tout le contraire. Nous avons une reproduction, paraît-il assez immonde d'ailleurs, et là ils découvrent la véritable porte, donc une espèce de douleur.
Maman, j'ai vu la porte d'Ishtar. T'as vu la porte? Oh, ça fait pleurer, non? Ça fait pleurer, maman. Juste en t'en parlant, j'ai les larmes qui montent. Mais t'as pas négocié avec eux qu'ils nous la rapportent? Mais tu la veux où, la porte? À Paris, à la maison ou à Babylone? Où ils veulent, je te promets, où ils veulent. La ville était entourée par un imposant double mur d'enceinte et comptait au moins 8 portes, toutes semblables. Cette porte ne se différencie des autres que par son ornement, avec sa façade colorée. La raison en est qu'une fois par an, on fêtait le Nouvel An à Babylone, et qu'à l'occasion de ces festivités, on acheminait beaucoup de dieux locaux en provenance de tout le royaume babylonien. Les festivités avaient lieu au sein du temple de Marduk. Et une partie de cette fête consistait à transporter les dieux hors de la ville, dans une salle des fêtes du Nouvel An, à la campagne, pour ensuite laisser tous les dieux revenir en ville le dernier jour de la fête. Et le chemin qu'empruntait cette procession des dieux, c'est la raison pour laquelle on parle de voie processionnelle, passait précisément par cette voie qui menait à cette porte. Je voudrais qu'on imagine comment se présentait la Babylone de Nabuchodonosor à celui qui arrivait à Babylone avec des intentions bienveillantes ou malveillantes. Babylone est construite dans une plaine très plate. Et il fallait imaginer à plusieurs dizaines de kilomètres, lorsque l'on arrivait, on voyait se profilant très loin, d'abord les palmeraies qui faisaient la richesse de Babylone et qui entouraient Babylone. Et puis ces fameuses murailles, qui sans être peut-être aussi considérables que l'étaient celles qu'a décrites Hérodote, qu'ont décrites les classiques, qui étaient extrêmement impressionnantes. Il y avait un triple circuit de doubles murailles et des fossés remplis d'eau de 50 mètres. Et on découvrait peu à peu, en arrivant et déjà très loin, le sommet des palais qui étaient crénelés de bleu. La porte d'Ishtar, évidemment très spectaculaire. Et on voyait au fond déjà cette tour qui, 90 mètres, c'est énorme, même si ça l'était un peu moins selon d'autres reconstructions, c'était quand même très haut. Et on voyait se détacher sur cette plaine, cette masse immense, parce que ça n'était pas la tour Eiffel, c'était évidemment une masse carrée, immense, cubique. Et avec ses cornes brillant au soleil, et le soleil de Mésopotamie n'est pas le nôtre, et donc ça devait se détacher, donc ça devait être extrêmement impressionnant. Et cela fait partie de la fabrication de la légende de Babylone, bien sûr, aux yeux des Babyloniens eux-mêmes, et aux yeux évidemment des peuples qui entraient à Babylone. Les villes de Mésopotamie sont souvent plus grandes que les villes des pays avoisinants. J'ai moi-même fouillé une ville qui fait 200 hectares. Bon, les villes de Palestine et de Syrie, quand elles sont grandes, en font 40-50. Bien. À Babylone, on passe à 500. Ninive, c'est 900 hectares. C'est-à-dire que ce sont des villes qui sont plus grandes que Paris sous l'époque d'Henri IV. Alors, ça a beaucoup frappé les contemporains. Et ils ont tout de suite compris que des villes comme Babylone, qui n'étaient pas si nombreuses, c'était énorme par rapport à ce qu'on connaissait. Aujourd'hui, on a passé la journée au musée, au Pergamon. Oui, fabuleux. C'est notre histoire, notre patrimoine. Un sentiment très étrange. Tu as pleuré, c'est sûr, parce que tous les Irakiens pleurent.
Les larmes sont montées, mais au milieu de toutes ces personnes, je me suis dit non, tu ne vas pas t'effondrer. Rassure-toi, on a tous pleuré avant toi. Et nous, c'est pareil. Quand nous sommes arrivés en Allemagne, ça nous a fait mal de voir cette porte ici. Mais c'est tout de même salutaire qu'elle soit là. Et moi, je suis heureux. Et moi, je suis heureux parce que toi qui es plus belle qu'Ishtar, tu es là comme une ambassadrice de ton peuple et ta culture. Et toi, tu tentes de transmettre l'histoire de ton pays et ton peuple. Tu nous lies au monde. Tu fais ce lien. Et les cultures, bien sûr, doivent s'échanger. Cette civilisation appartient au patrimoine de l'humanité et on doit s'enrichir de ces fabuleux vestiges. Les Irakiens pleurent et on leur dit « Mais pourquoi pleurez-vous ? Soyez heureux, ça c'est votre civilisation. Et le monde entier peut la contempler. Pourquoi êtes-vous fâchés ? C'est pas être fâché. Là-bas, on n'aurait pas pu la sauver. Nous sommes un pays de guerre, de tuerie. Un pays arriéré alors que nous avons apporté au monde l'alphabet, les mathématiques, la chimie, l'architecture, l'agriculture. Nous sommes la première civilisation. Nous avons le premier code pénal du monde. Mais nous avons rétrogradé. Nous avons rétrogradé à cause de notre situation, de nos problèmes. Le gouvernement de Saddam Hussein a voulu essayer de recréer le mythe de Babylone. Et il s'est mis à reconstruire Babylone avec des briques qu'il a fait inscrire à son nom. Moi, Saddam Hussein, je suis le nouveau Nabuchodonosor. Je reconstruis Babylone. Mais c'est faux, vous comprenez. Ça montre bien que la misère de l'archéologie telle que nous pouvons la voir, elle est quand même liée à la folie des hommes, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement Saddam, c'est la folie des hommes dans ce jeu de puissance, de rivalité auquel nous assistons. Alors, le sort de Babylone, pour le moment, je ne le vois pas sous de beaux auspices. Ça représente des mots, c'est de l'écriture cunéiforme. Ce qui veut dire qu'un pays qui est un trésor archéologique en soi, en raison de sa richesse en patrimoine, a été livré depuis maintenant plus de 10 ans au pillage. Au pillage. Alors le pillage, c'est dramatique parce que tout le monde est complice. S'il y a des pilleurs, c'est qu'on leur achète ce qu'ils pillent. Et si on achète ce qu'ils pillent, c'est que ça se vend. Et si ça se vend, c'est qu'il y a des acheteurs. Et les acheteurs sont à New York, au Japon, en Suisse, etc. Et tous ces sites sont soumis à un pillage extraordinairement scandaleux. Et que, encore une fois, tout le monde est complice. Je suis retourné sous convoi militaire sur le site que j'avais fouillé avant 90. Je suis retourné là en 98, donc 8 ans après. Et je n'ai pas reconnu le site. C'était Verdun. Il était entièrement pillé. Alors les petits trous que vous voyez partout ne sont pas les bombes de la garde 14, c'est le pillage. C'est-à-dire un trou à côté d'un autre, à côté d'un autre, à côté d'un autre. C'est fait à échelle industrielle. Bon, il faut savoir qu'une bonne tablette cunéiforme, c'est payé 10 € à celui qui la trouve, et puis que c'est vendu 10 000 à la fin de la chaîne, quoi. Donc c'est assez rentable. Mon oncle, ta fille s'appelle bien Ishtar. Et tu l'as appelée Ishtar en hommage à la déesse Ishtar. Bien sûr. Et elle connaît par cœur l'histoire d'Ishtar. Tu sais, avec son jeune âge, elle ne connaît que des petites choses simples, mais plus grandes. Je suis sûr qu'elle s'intéressera de très près
à la déesse Ishtar. Parfois je lui dis, regarde cette étoile, c'est l'étoile de Vénus, la déesse de l'amour, comme l'appellent les Romains. Les Grecs l'appellent Aphrodite et nous on l'appelle Ishtar. Et je lui explique et lui raconte que c'est la déesse et de l'amour et de la fécondité. Elle me regarde et me dit, mais papa, je suis tout ça alors?